Le fait est que chaque compartiment de ta vie a sa fonction. Et cette vie est une sorte de compartiment. Nous existions avant la naissance. La naissance, c'est quand nous avons pris ce corps. Et après la mort, quand nous quittons ce corps, nous existerons toujours. L'existence ne change pas. C'est l'expression qui change. Et certains aspects de mon père me manquent encore. Certaines choses que nous avions, ça me manque. Mais je sais aussi qu'il fait ce qu'il doit faire en ce moment. Je n'ai pas l'impression qu'il manque ou qu'il a disparu. Et aux urgences, je ne parle pas de philosophie, mais j'essaye de transmettre ce sentiment qu'il y a un sens, qu'il y a un but. Il y a un sens dans lequel les choses vont bien, même lorsqu'un être cher est en train de mourir. Je voudrais accueillir dans l'émission le docteur Anup Kumar. Comment ça va, docteur Anup? Parfait. Merci, Alex. C'est super d'être là avec toi. Merci beaucoup d'être venu à l'émission, mon ami. Je suis vraiment excité de parler avec toi de tes expériences, non seulement de tes expériences de mort imminente, mais aussi de tes expériences en spiritualité, ton éducation et ainsi de suite. Mais tu es un médecin urgentiste, ayant une expérience de mort imminente, ce qui est très intéressant parce que tu ne l'es pas. Faute de mieux, un peu farfelu et tout ça, genre « Oh, les cristaux !» et pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça. Tous ceux qui écoutent, merci de ne pas commenter, mais tu n'es pas la personne métaphysique classique. Tu es très logique du moins. Dans ta vie quotidienne, très logique, très ancré dans le matériel. Donc c'est vraiment fascinant de voir où tout cela mène. Alors ma première question pour vous, monsieur, est comment était votre vie avant cette expérience de mort imminente? Vous en avez eu 2, si je ne me trompe pas, ou c'était juste... Je dirais que c'était un peu comme si une explosion s'était produite, suivie de divers incidents qui ont suivi. Réplique, petite réplique. Compris. Les répliques continuent, mais compris, avant ça. Donc c'était en fait à l'école de médecine, dans ma vingtaine, je dirais plutôt vers la fin de la vingtaine, c'est là que ça s'est passé. Quand j'étais à l'école de médecine, avant ça, en grandissant, j'étais immergé dans la spiritualité, dans le Vedanta, l'Advaita Vedanta, ou la philosophie de la non-dualité, qui devient très populaire de nos jours. Mes parents étaient très impliqués là-dedans. Notre famille l'était. Donc, enfant, cela ressemblait à ma première éducation, en fait, parce que nous y allions le week-end, nous y étions pendant la semaine, et nous assistions aux cours pour adultes, parlant de l'esprit et de la nature de la réalité et du but de la vie. Et j'adorais ça. Je veux dire, ça avait du sens pour moi. Pas que je comprenais tout intellectuellement, mais ça semblait pertinent, disons-le comme ça. Et puis, j'allais à l'école et je m'asseyais là et je me disais, je ne sais pas. Ça ne semblait tout simplement pas si pertinent pour le dire gentiment. Et bien sûr, maintenant je sais que c'est parce que l'école, ils regardent tout du côté objectif, mais ils oublient la personne qui regarde, ce qui est, genre, insensé. Alors que là, notez bien, il faut tout regarder ensemble, et spécifiquement examiner le prisme à travers lequel on regarde. C'est ainsi que je menais ma vie. Et j'ai trouvé l'école très insatisfaisante, y compris l'école de médecine, pour être franc, à cause de la façon dont nous regardions l'être humain, la façon dont nous regardions le corps humain. Et donc, il y avait cette agitation en moi. Il y avait cette sorte de recherche, même si ce n'était pas formalisé en tant que « qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il ?» Un peu comme « où étais-je avant? Qu'y a-t-il après? Qu'est-ce que c'est que tout ça? » Donc, j'expérimentais toujours avec mon esprit, et je faisais de petits exercices, comme me tenir juste à côté du mur et voir ce que ça faisait d'être à travers le mur. Et je jouais toujours avec des trucs pour essayer de comprendre, ou d'expérimenter, et de trouver le repos. Atteindre cet état de repos et de paix. Voilà à quoi ça ressemblait, avant, même si ce n'était pas un processus formel. Je ne suis même pas sûr d'avoir été conscient de faire ça. Mais c'était juste cette agitation, jusqu'à ce que les choses s'ouvrent en quelque sorte. Que s'est-il passé lors de votre expérience de mort imminente? Ce jour-là, j'étais revenu de l'école de médecine et j'étais chez mes parents et j'étais dans ma chambre et je lisais. Et je lisais de la philosophie en fait. Ce n'était pas lié à la médecine. Et j'ai lu quelque chose. Je ne me souviens pas de ce que c'était. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'une énorme explosion avait eu lieu. C'était comme si tout avait volé en éclats, pour ainsi dire. Et c'était comme si j'étais assis dans le... Tu sais, c'est drôle, Alex. Je l'ai dit tellement de fois. Et à chaque fois que je le dis, c'est tellement étrange que je ne peux pas le dire autrement. Comme si c'était tellement vrai.
comme si j'étais assis dans le soleil. Peu importe à quel point cela semble bizarre ou quoi que ce soit, c'est ce que c'était. Il n'y avait ni corps ni monde. C'était simplement le soleil et moi, fusionnant en une béatitude parfaite et intemporelle, comme si j'étais une partie du soleil. C'était toutes les choses qu'on entend toujours, ce genre de choses. Et je ne suis pas sûr combien de temps ça a duré exactement, mais je me souviens avoir ensuite eu l'impression de traverser le soleil ou d'aller au-delà du soleil. Et j'ai atteint cet endroit où j'avais un pied au-delà et un pied encore là dans cette éclatante lueur orange, cette mer de toutes les lueurs, n'est-ce pas? Et juste au moment où cela allait se produire, juste au moment où cela allait se compléter, disons, alors cette flamme s'est élevée dans cette éclatante lueur. C'est le soleil. Cette flamme secondaire s'est élevée et a instillé cette pensée dans mon esprit, à savoir que ce ne serait pas juste, ce n'est pas encore le moment. Quand tu entends quelque chose de si vrai et si profond, ça ne demande aucune force, ça te fait juste t'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fige. Et ça m'a figé. Ça m'a fait marquer une pause, alors que j'étais sur le point de franchir cette étape. Et je savais que si je faisais ce pas, c'était fini. Je ne reviendrais pas. C'était fini. Ce qui n'était pas une mauvaise chose, mais c'est comme ça. Mais quand cet être a mis cette idée dans mon esprit, c'était tellement vrai. Je savais que c'était tellement vrai. Et je pense, tout ce qui restait à faire, la force de cela, ce karma, ces élastiques qui nous maintiennent là où nous devons être, ils ont claqué en retour et tout a réimplosé. Et là j'étais, assis avec ce corps, dans cette même pièce, et juste. Je me souviens avoir regardé autour de moi et m'être dit, presque comme « Qu'est-ce que c'est ?» Je pensais connaître cet endroit. Mais je pouvais voir à ce moment-là que je n'avais jamais vraiment su ce que c'était réellement. Et c'était tellement clair comme de l'eau de roche que notre monde, je vais juste utiliser un mot, lumière. Notre monde est fait de lumière et construit à partir de lumière. Cet espace que nous considérons comme l'espace entre nos mains, qu'il y a de la lumière ici. C'est la lumière qui apparaît comme espace. Ce n'est pas un vide. Ce que nous appelons main ou objet sont des modifications de cela. La lumière, densité, différents types de densité. Je suis resté assis là un moment, pas sûr combien de temps exactement. Ensuite, je me suis levé et j'ai commencé à explorer. Je suis allé à la salle de bain, me suis regardé dans le miroir, et là, j'ai été frappé par le fait que je ne reconnaissais pas la personne qui me faisait face, car elle avait l'air trop paisible. Et j'avais cette agitation dans mon corps avant, ce dont je ne peux pas dire que j'étais vraiment conscient. Je veux dire, je savais en quelque sorte que j'étais en quête de quelque chose, peut-être, mais je ne pouvais réaliser à quel point il y avait de la tension dans le corps que lorsqu'elle a disparu. Et quand j'ai vu le visage de ce gars, c'était presque comme si je voulais connaître ce gars. Ce gars a l'air beaucoup plus détendu, beaucoup plus content. Et c'était le début de tout. Un long processus d'intégration qui continue aujourd'hui. Pourquoi penses-tu que cela t'est arrivé? Parce qu'il semblait que tu étais sur la bonne voie. Ce n'était pas comme si tu disais « je vais devenir joueur de basket », mais ta voie était de devenir médecin. Ce n'était pas comme un signal d'alarme ou quoi que ce soit. Pourquoi penses-tu que c'est arrivé? Eh bien, je n'aurais pas pu communiquer tout ce qu'ils ont communiqué au cours des 15 dernières années si ce n'était pas pour la clarté qui en est venue. Tellement de clarté est venue dans ma vie et continue d'y entrer. Et tellement d'assimilation, d'intégration et de guérison de mes traumatismes de cette vie, d'autres vies, mes relations, mon karma. Il y a tellement. Ce n'est pas juste comme quelqu'un a une expérience et c'est super, mais comment vivre cela dans sa vie et comment passer le reste de cette vie et quelle est la signification et l'importance de cela dans l'espace de toutes les vies que nous vivons? Donc tout cela,
il doit y avoir une certaine clarté pour en parler. Je ressens cela, et surtout, en tant que médecin urgentiste. Je sens que j'ai une responsabilité. Je diagnostique les urgences, n'est-ce pas? Et je traite les urgences. Donc, je pense que la plus grande urgence est que nous avons oublié qui nous sommes, et nous ne savons pas vraiment ce qu'est ce monde. C'est ça l'urgence. Et les crises cardiaques, et les AVC et tout le reste en découlent. Il y a tellement d'étapes intermédiaires qui mènent ensuite à ce genre de maladie. Et pour moi, parler de cela de manière cohérente, claire, avec compassion et amour, a été un processus. Je ressens donc une responsabilité, là-bas, et je ne pense pas que je pourrais le faire, sans la clarté nécessaire et au-delà. Alors, quand tu étais de l'autre bord, il n'y avait pas de révision de vie traditionnelle, ni de guide spirituel, juste cet être de feu, en somme. C'était juste cette flamme, et je suppose, cette seconde flamme qui est apparue et a mis cette pensée en moi pourrait être considérée comme un guide spirituel qui a dit « Attends, ne franchis pas encore cette porte ». Mais laissez-moi vous demander ceci, car d'après mon expérience de parler à tant de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, chacune est adaptée à la personne et à l'étape où elle se trouve. Pourquoi croyez-vous que c'était la meilleure façon de communiquer avec vous et que ce n'était pas Shiva qui est apparu ou Bouddha qui est apparu ou vous étiez dans un champ d'herbe? Eh bien, pourquoi croyez-vous que c'était une boule de... Je veux dire, c'est la première fois que j'entends parler de cette boule de feu, ce qui, venant de mon passé de catholique en rémission, une boule de feu, pas une bonne chose quand tu meurs. Pas tellement de ton point de vue, mais du mien, tu meurs. Tu te dis, oh, mince, du feu. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi penses-tu que c'était la façon dont ils l'ont fait? Pour une raison quelconque, je n'appellerais pas ça un feu. J'appellerais ça une flamme, comme une flamme orange brillante, de, je dirais, comme pure connaissance et pur amour. Et peut-être que l'une des raisons pour lesquelles cela ne s'est pas manifesté sous la forme de Shiva ou autre chose est parce que j'avais exploré ces choses. J'étais immergé là-dedans depuis que j'avais genre 8 ans, ou même avant. Et j'avais beaucoup exploré cela. Je faisais de la méditation, j'avais réfléchi à la nature de la réalité, à ce que Shiva représente, à la fois en tant que corps, en tant qu'être surnaturel, en tant qu'extraterrestre, en tant que conscience, une conscience sans forme. Donc j'avais exploré beaucoup de ces choses. Donc si quelque chose comme Shiva était apparu et m'avait dit quelque chose, j'aurais été du genre cool. C'est vraiment cool. Mais ça n'aurait pas suffi pour moi, en un sens. J'aurais dit, d'accord, mais qu'y a-t-il au-delà de cette forme? Donc, je pense que pour moi, c'était comme une fenêtre intense et même une chance de, en quelque sorte, quitter le jeu. Mais ensuite, en faisant un choix, j'ai l'impression d'avoir fait un choix en disant, non, je vois, je comprends maintenant, et je vois. Même si je n'y ai pas pensé à ce moment-là, mais plus tard, avec le recul, j'ai fait un choix et j'ai vu. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité. Aussi difficile que cela puisse être, de communiquer ces choses et de continuer à travailler aux urgences et d'essayer de présenter un cadre compréhensible. C'est ce que je vais faire jusqu'à mon dernier souffle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que j'ai eu juste ce qu'il me fallait pour me donner ce goût et dire, d'accord, laissez-moi essayer de transmettre ça. Quand tu as fini cette expérience, tu es en école de médecine. Quel âge as-tu? Tu es dans ta... quoi? 20 ans à ce stade, fin de la vingtaine. Oui, peut-être 28, 27, 28. Donc, vous avez eu cette expérience. Vous sortez. Je vais supposer, et corrigez-moi si je me trompe, que quand vous en avez discuté avec votre famille, ils étaient ouverts à cela. Ce n'était pas comme une chose complètement inattendue, mais je parle de vos amis, collègues, parce que, comme je le dis toujours, ce genre d'histoire fait fuir tout le monde si la salle n'est pas prête pour ça. Alors, combien de temps avez-vous pris avant de sortir du placard de l'EMI, si l'on peut dire? Et comment les gens ont-ils réagi et comment avez-vous géré leur réaction? Alors voilà la chose amusante à ce sujet. Je ne sais pas si j'en ai parlé à quelqu'un pendant environ 10 ans ou quelque chose comme ça. D'accord pour toi? Et voici pourquoi. Ce n'était pas parce que j'hésitais. Ce n'était pas parce que je m'inquiétais de ce que les gens allaient penser. C'est parce que j'avais entendu toute ma vie, de la part de personnes qui avaient consacré leur vie à cette expérience, ces choses et ainsi de suite, des enseignants, que, oui, de telles choses arrivent.
Vous avez ces expériences. Vous avez ces expériences bouleversantes. Vous avez ces expériences mystiques. Ne les prenez pas trop au sérieux. C'est ce qui arrive. Ça fait partie du voyage. Intègre-le et continue d'avancer. Et donc, c'était mon approche à cela. Autant que possible. Peu de temps après, j'ai commencé ma formation de résidence en médecine d'urgence, ce qui était dingue, et c'était incroyablement difficile. Mais même alors, j'en parlais à peine. J'avais un professeur dans la région près de Philadelphie que je voyais de temps en temps. Et tu sais, je pensais comme ça. Et on me considérait comme un gars vraiment intelligent. Et je pensais de cette manière. Ça n'arrive plus. Ces pensées ne se produisent plus. Et il était en gros comme « Ouais, ça ne reviendra jamais. Ne t'inquiète pas pour ça. » Il avait juste ces réponses très courtes, redirigeantes. Et parce que je faisais confiance à cette personne, ça m'a aidé et même à lui, je n'ai jamais parlé de ça, de ce qui s'est réellement passé. Donc pour moi, je suppose que dans mon esprit, j'avais toujours eu cette perspective que ne lui donnez pas trop d'importance. Et une fois que j'ai commencé à en parler, environ 10 ans plus tard, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est en fait un moyen d'intéresser les gens et de commencer à apprendre ce qui est possible. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à en parler et j'ai commencé à réaliser, d'accord, j'ai parlé à l'Association internationale pour les études sur les expériences de mort imminente et je pense que le président a dit, d'accord, ce que vous avez eu s'appelle une expérience de mort imminente parce que votre corps ne l'était pas vraiment. Alors j'ai commencé à apprendre toute cette terminologie et c'est à ce moment-là que j'ai dit, d'accord, je vais commencer à parler de cela plutôt que de parler de la conscience. Car parfois, cela peut être trop abstrait. Alors j'ai commencé à raconter mon histoire personnelle aussi. C'est intéressant parce que ta formation dans ton passé en ce qui concerne comment tu as grandi et tu as été élevé avec toutes ces informations et toutes les études que j'ai faites, nous sommes tous les deux à un point où, si quelque chose comme ça nous arrive, nous sommes en quelque sorte préparés. Et je comprends le point de vue de l'homme ou de la personne qui t'a aidé sur le chemin à avancer. Quand vous lisez l'autobiographie d'un yogi ou les philosophies yogiques, c'est juste des choses quotidiennes. C'est comme « Oh oui, j'étais dans l'Himalaya et Mahita Babaji est apparu et a construit un château de cristal. Et il a ressuscité quelqu'un qui avait sauté d'une falaise. » Et ce genre de choses, ce sont des histoires intégrées dans le tissu de ces enseignements. Mais pour quelqu'un en Occident, d'avoir c'était époustouflant. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment tu l'as assimilé. Ce n'était pas tant une assimilation qu'un simple « Ok, ça fait partie du chemin ». Fait partie du chemin, oui, ça fait partie du chemin. Et c'est comme, pour moi, ce que c'était et ce que c'est toujours. Cette intégration est toujours en cours. C'est trouver cette fréquence intermédiaire, n'est-ce pas? Il y a cette fréquence où tout est une sorte de conscience. Utilisons un mot, conscience, et malléable et dans le domaine des possibles et de la lumière. Et puis, il y a un monde de densité et de matérialité et d'interface sujet-objet, toi et moi, et ce genre de choses. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est en quelque sorte faire ça correctement, élever un peu l'un et peut-être atténuer un peu l'autre et trouver un langage pour communiquer là, ce qui est vraiment important à mon avis, plutôt que de rendre quelque chose de super extravagant et totalement différent de ce monde. Mais ensuite, d'un autre côté, quelque chose d'autre qui ne peut pas être communiqué du tout et qui doit être mis en certains mots. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans la communication. Pas simple. Surtout si vous voulez honorer la science, ce que je fais, si vous voulez honorer la philosophie, si vous voulez honorer, je pense que surtout, nous devons honorer notre expérience quotidienne. Donc, si vous écoutez et que vous mangez un sandwich, nous devons honorer cela. Cela doit être inclus dans ceci, n'est-ce pas? Cela ne peut pas être comme une philosophie qui vit sur une étagère ou une spiritualité qui se produit seulement pendant la méditation. C'est ce que je pense qui est vraiment important. Je crois que c'est l'époque actuelle, car je sais que tu t'intéresses aussi à cela. Un endroit où ce que nous appelions autrefois la spiritualité devient si vaste et grand qu'il n'y a plus de distinction. C'est juste la vie vue en profondeur. Avez-vous eu d'autres effets secondaires dans votre corps ou dans vos perceptions ou dans vos capacités après votre retour? Donc je devrais dire qu'immédiatement après, pendant un certain temps, ça allait en fait, parce que je pense que c'était vers la fin de l'école de médecine. La rigueur avait un peu diminué. C'était réglé, et puis ça a vraiment flambé. Quand j'ai commencé ma formation en médecine d'urgence, quand je suis allé à Philadelphie et que j'ai commencé à avoir des blessures par balle et des coups de couteau et des crises cardiaques
et tout ce genre de choses. Et j'étais tellement sensible à tant de choses que ça a flambé. C'est la seule façon dont je peux le dire. Et donc, par exemple, j'ai trouvé très difficile de rester avec le corps. J'ai trouvé cela très difficile. C'était comme un four grille-pain et il devenait trop chaud. Et cette chose ne pouvait pas me contenir. Comme si je voulais exploser hors de là. Cela arrivait souvent. Donc, je le décrirais comme très intense, presque douloureux en un sens. Peut-être pas tout à fait de la douleur, mais presque inconfortable. Étirement, oui. Et vous êtes à cette limite de l'étirement. Et c'est un peu comme ça. Vous êtes. Lâche prise maintenant. C'est comme je ne sais pas si je veux autant. Donc c'était un peu ce sentiment-là. Et souvent j'étais hors de mon corps, même lorsque je travaillais aux urgences. Je suis devenu très sensible à la nourriture, au type de nourriture que je mangeais. Je suis devenu sensible à tout. Les couleurs, les aliments, les types de personnes autour de moi. Toutes ces choses ont commencé à prendre une plus grande importance dans ma vie. Comment vous êtes-vous protégé de cela? En tant que médecin urgentiste, vous ne pouvez pas ne pas voir des blessures par balle, des coups de couteau et des crises cardiaques au quotidien. Le truc, c'était que la réponse n'était pas de ne pas voir ces choses. La réponse était de voir ces choses de plus en plus profondément. Exactement. Donc, c'était ça la tendance initiale. C'était de créer une sorte de champ de force et de ne pas être exposé à cela. Mais ensuite, ce que j'ai dû faire, en fait, c'était m'ouvrir de plus en plus. Et voir cette personne, et voir cette souffrance, et voir ce qui se passe dans cette société sauvage dans laquelle nous vivons, et ensuite, l'affronter et essayer de dire quelque chose ou d'agir. Donc c'est vraiment ça pour moi. Plus j'essayais de l'ignorer, plus mon énergie devenait intense. Et c'est comme si cela se retournait contre moi, mais plus je m'ouvrais à tout, y compris à cette personne. Je veux dire, je ne peux pas vous dire le nombre de leçons que j'ai apprises de mes patients. J'en reçois tout le temps de mes patients. Je vais vous en raconter une. Puis-je vous en raconter une vite? Bien sûr, vas-y, vas-y. C'était une dame qui m'a dit que je devais lui mettre ce qu'on appelle une ligne centrale. C'est quand quelqu'un a besoin de médicaments très puissants et que les perfusions périphériques typiques ne suffisent pas. Donc, il faut mettre une grande ligne qui s'approche du cœur pour qu'il puisse recevoir ces médicaments. Je l'avais fait, et puis elle m'a demandé, elle a dit, d'accord, je pense que c'était dans ma dernière année de formation. Alors elle a dit, tu vas rester dans le coin? Tu sais, c'est comme Philadelphie en ville, centre-ville, tu vas rester ici? Alors, j'ai dit, eh bien, je vais probablement retourner en banlieue, où j'ai grandi, et y rester. Et elle a dit, oui, vous vous entraînez tous sur nous, et puis, vous partez. Ça m'a frappé comme un marteau, comme une masse. Pourquoi? Parce que, tout comme cet être qui a dit, ce n'est pas juste, ce n'est pas le moment. C'était vrai. C'était vrai. J'avais le choix de quitter cet endroit avec des coups de feu et des blessures par arme blanche et toutes ces choses, et elle ne l'avait pas. C'est là qu'elle vivait. C'était ses circonstances. Donc des choses comme ça me frappaient encore, et je devais m'ouvrir de plus en plus à cela plutôt que d'essayer de les repousser. En tant que médecin urgentiste, vous allez voir des décès aux urgences. Tout d'abord, comment voyez-vous la mort maintenant, de votre point de vue, et comment la gérez-vous, étant aussi sensible que vous l'êtes à ce genre de choses? Il y a 3 mois, mon père nous a quittés. Désolé pour ça. Ma perception de la mort après l'avoir vue aux urgences avec mon père. Et je ne veux pas rendre cela trop banal, mais j'essaie juste de donner une idée. Nous faisons cette interview en ce moment. Après cette interview, vous quitterez probablement la pièce où vous êtes et irez dans une autre pièce. Et quiconque s'attend à vous voir vivre uniquement dans cette pièce où vous faites ce podcast en ce moment se dira « Oh, qu'est-il arrivé à Alex? Il n'est plus là. J'aimerais pouvoir le voir. » Mais vous êtes dans votre prochain endroit. Vous faites ce que vous faites ensuite. Et je pense qu'il y a tellement de confusion autour de la mort et de peur de la mort que j'aimerais que nous puissions faire passer le message que ce que nous appelons la mort est un changement. C'est comme passer d'une pièce de la maison à une autre. Vous ne faites pas dans le salon ce que vous faites dans la salle de bain. Espérons-le. D'accord. Cela dépend du nombre de verres que vous avez, monsieur. Vous ne faites pas dans la salle de bain ce que vous faites dans la cuisine. Et le point est que chaque compartiment de votre vie a sa fonction. Et cette vie est une sorte de compartiment. Nous existions avant la naissance.
La naissance est le moment où nous avons pris ce corps. Et après la mort, quand nous quitterons ce corps, nous existerons toujours. L'existence ne change pas. C'est l'expression qui change. Et certains aspects de mon père me manquent toujours. Certaines choses que nous avions, ça me manque. Mais je sais aussi qu'il fait ce qu'il doit faire en ce moment. Je n'ai pas l'impression qu'il me manque ou qu'il est parti et a disparu, et aux urgences. Je ne parle pas de philosophie, mais j'essaie de transmettre ce sentiment que il y a un sens, il y a une raison, il y a une manière dont les choses vont bien même quand un être cher est en train de partir. Maintenant, je dois te demander cependant, quand tu es sorti du placard des EMI 10 ans plus tard, tu es médecin. Les médecins ne sont pas, et pardonne-moi, connus pour être les plus ouverts d'esprit sur la planète. J'ai beaucoup de médecins dans ma famille, donc je le sais, par ma propre expérience. Comment tes collègues ont-ils réagi à ce que tu parles de cela si ouvertement et librement, tout en pratiquant encore la médecine, parce qu'il y a beaucoup de médecins courageux après leur retraite. J'ai parlé à beaucoup d'entre eux. Mais pendant que vous êtes encore en plein dedans, comment le prennent-ils? Je pense que la plupart l'ignorent. C'est comme n'importe quoi d'autre, non? Donc, si tu parles à quelqu'un et que tu dis quelque chose de bizarre qu'il ne peut pas vraiment comprendre, il va probablement juste passer à autre chose. Il dira « D'accord, tu veux aller boire un verre ou quelque chose comme ça? » Il va juste l'ignorer, non? Donc, je pense que la plupart des gens font ça parce que si tu prends ce que je dis, par exemple, sur la primauté de la conscience, ça peut bouleverser la vie de quelqu'un. Ça peut les faire penser à des choses auxquelles ils n'ont jamais voulu penser. Cela peut leur faire ressentir des émotions qu'ils ont réprimées il y a des décennies. C'est ce qu'il faut pour assimiler cela, et donc la plupart d'entre eux se contentent de dire « D'accord, alors, que penses-tu de cette infection rénale ou quelque chose comme ça? » Mais je te le dis, Alex, beaucoup d'entre eux viennent me voir en privé. J'ai parlé à des urgentistes, à des chirurgiens, à des psychiatres qui m'ont dit « Eh bien, ce genre de choses arrive. Je ne veux pas en parler publiquement, mais ce que tu dis a tellement de sens, tellement de conversations comme ça. » Et c'est pourquoi j'en parle de plus en plus, publiquement, parce que je me dis, si je peux être celui qu'on appelle l'étrange, si je peux encaisser cette pression d'être étrange publiquement, pour ainsi dire, je pense qu'il y a tellement de soulagement pour tant de gens que je ne connaîtrai jamais. Mais ils voient ça et ils ressentent tellement de soulagement. Et ils se sentent normaux. Et donc je parle de maladie mentale. Je parle de tant d'expériences que j'ai vécues. Si je ne savais pas comment en parler, si je n'avais pas le background en Advaita, si je n'avais pas eu les conseils, j'aurais pu avoir 20 diagnostics. Mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir tant de formations, tant de conseils et tant de connaissances en tant que médecin aussi, pour savoir quoi dire à qui. Au début de notre conversation, nous avons abordé le sujet des répliques et des petites expériences de NDE. Pourriez-vous développer davantage sur ce thème et nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Eh bien, je dirais, après cela, il y a eu de nombreux moments d'ouverture, comme cela arrive souvent dans ce genre d'expérience dont j'ai parlé. C'est à propos de cela, mais parfois, on fait un peu plus sauter le couvercle. Donc, certains étaient aux urgences, quand je me souviens qu'une dame a pris ma main et elle m'a dit « Vous êtes tellement aimant ». Elle m'a dit « Vous êtes tellement aimant ». C'est l'un des moments les plus touchants de ma carrière. Et tout s'est transformé en lumière, et je ne me souviens de rien d'autre. C'était comme dans Men in Black, où ils zappent la personne et comme « Tu ne te souviens plus de rien et tout devient lumière ». C'était l'un d'eux. Souvent, quand je suis seul, ces ouvertures se produisent. Parfois, je vois des guides qui me donnent des messages. Parfois, j'ai l'impression d'être transporté dans d'autres mondes, d'y vivre des expériences et d'apprendre, puis de revenir ici. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Une seconde. Peux-tu approfondir cette expérience? Parce que c'est intéressant. Oui, donc j'en ai déjà parlé un peu, où je me souviens avoir voyagé vers ce que j'appellerais une ville de cristal. Une ville faite de cristaux, avec une belle géométrie pyramide. Beaucoup de formes circulaires ou sphériques, sans angle vif. Dans notre monde, il y a beaucoup d'angles de 90 degrés. Si vous regardez autour de nous, c'est 90 degrés partout, ce qui représente une certaine façon de penser. Comme vous allez dans cette direction et c'est soit par ici, soit par là. L'autoroute ou rien. C'est ce genre de pensée que nous commémorons dans l'architecture. Mais il y a l'architecture sphérique, l'architecture paramétrique. Tout vient d'une seule source. En un sens,
ce sont les idées qui sont en quelque sorte intégrées dans ce type d'architecture. Donc, voir cela, voir mes relations dans d'autres vies avec d'autres êtres, me voir en tant que femme, me voir d'une race différente, me voir traumatisé, me voir tué. Une fois, je me souviens avoir conduit une moto et approché ce qui ressemblait à un groupe de personnes en colère qui ne me regardaient pas favorablement. Et, en gros, ils m'ont fait descendre de la moto et ont commencé à me tuer, comme à me tabasser. Est-ce une autre vie? Oui, c'est ce que j'interprète comme une autre vie. Quelqu'un dira que c'est un rêve, quelqu'un dit que c'est une vision. Pour moi, c'est une autre vie, et les traumatismes de cette vie ont pénétré dans cette vie-ci et m'affectaient dans cette vie-ci. Donc là, j'avais en fait un guide avec moi qui m'a un peu pris à part. Donc, pendant que cela se passait, nous nous sommes déplacés sur le côté et nous regardions depuis le côté, n'est-ce pas? Mon identité est donc passée du gars qui se faisait tabasser aux témoins sur le bord de la route. Et nous étions là, debout, à regarder cela. Et puis je me souviens qu'il m'a dit « Tout ça, c'est fini maintenant. Ne t'inquiète pas pour ça. » Et il a dit « Allons vers les étoiles. » Et puis nous nous sommes élevés et sommes allés dans le ciel vers les étoiles. Tant d'expériences comme celle-ci, beaucoup d'entre elles liées à la guérison. Pour moi, je ressens que je suis une personne très humaine, comme tout le monde. Et pourtant, je prends aussi cela comme je veux faire de mon mieux. Et donc, cela demande beaucoup de travail sur moi-même et de ne pas prendre les choses pour acquises. Comme il y a encore beaucoup de guérison à faire, il y a encore des choses à traiter. Il y a encore des relations à entretenir. Il y a des karmas qui arrivent. Il y a toutes les lignées ancestrales qui passent. Il se passe tellement de choses et j'ai beaucoup de gratitude et de respect pour cela. Alors, j'essaie encore de travailler là-dessus, même en communiquant. Malheureusement, certaines de ces expériences aident à cela. En tant que médecin dans cette vie, ce n'est pas un accident. Donc, vous êtes un guérisseur dans cette vie. On dirait que, dans le cadre de votre karma, vous guérissez les autres d'un point de vue physique, mais vous essayez aussi de guérir les autres d'un point de vue spirituel à travers vos expériences. Mais il semble que ce soit un travail que vous devez faire dans cette vie, basé sur le karma. Est-ce une affirmation juste? Oui, je veux dire absolument. C'est pour ça que je suis ici. Et même au point maintenant que je ne vois pas un monde physique, un monde mental, un monde spirituel et un monde énergétique. Je pense, nous créons des étiquettes basées sur ce qui nous a été donné par les adultes dans nos vies. C'est aussi simple que ça. Ce qu'ils ont vu et cette culture, c'est généralement ce qui est transmis aux enfants et ce que les enfants répètent jusqu'à ce qu'une prise de conscience survienne, et alors nous avons la chance de redéfinir et de rétablir une nouvelle base. Donc, je ne le vois plus maintenant. Je ne le vois plus comme un médecin urgentiste qui traite des choses physiques, et puis, je fais aussi des trucs spirituels. Non. Ce que je fais, c'est me voir plus clairement, et donc voir les autres plus clairement, et donc voir ce monde plus clairement, et essayer d'articuler cette clarté et de créer un espace pour cette clarté. Seriez-vous d'accord pour dire que plus vous avez de conscience de soi et de clarté en vous-même, plus tant d'autres choses dans votre vie deviennent carrière, relations, argent, juste vivre au quotidien. Les choses deviennent tellement plus claires parce que je peux vous dire, d'après mon parcours, à mesure que les choses commençaient à s'éclaircir, je commençais à gérer les traumatismes et à libérer des choses. Vous devenez plus et méditez beaucoup. Vous devenez plus paisible. Vous ne vous énervez plus aussi facilement qu'avant. Les choses qui te prenaient des mois à gérer avant, tu les fais en quelques minutes maintenant, voire instantanément. Est-ce que tu trouves ça aussi dans ton expérience? Oui, la conscience de soi est pour moi une question de profondeur et d'étendue. Il y a une profondeur où nous voyons une situation. Mais maintenant, nous en voyons tellement de couches, n'est-ce pas? Pourquoi cela se présente-t-il ainsi? Pourquoi à ce moment précis? Comment en sommes-nous arrivés là? Comment ai-je contribué? Ce sont toutes les couches de n'importe quelle situation qui se produit. Et c'est la profondeur. Et puis, il y a l'étendue. Il y a l'étendue, au-delà de ce monde physique, ce monde énergétique, cette planète, cette voie lactée, ce cosmos. Donc, il y a cette étendue et ces deux aspects.
ces deux dimensions de conscience, je pense, peuvent guérir n'importe quoi si votre conscience peut s'ouvrir suffisamment pour pouvoir s'asseoir avec quelque chose. N'est-ce pas? En thérapie, les individus apprennent à s'asseoir avec ce qui se passe réellement sans réagir ou fuir. C'est cela, la conscience. Et donc, plus nous pouvons le pratiquer, mieux c'est. Oui, absolument. Plus les nœuds se dénouent, plus les relations trouvent un équilibre là où elles doivent être, plutôt que de manipuler la relation. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Oui, ce démêlage est une excellente analogie parce que nous naissons avec un certain nombre de nœuds, mais ensuite, nous en ajoutons beaucoup d'autres en grandissant. Nos parents en ajoutent, notre communauté en ajoute, notre religion en ajoute, nos pays en ajoutent. Tout commence à s'accumuler au point où tu deviens juste cette boule de nœuds. Et je pense que la méditation commence à les desserrer et elle fait aussi remonter certains nœuds qui sont vraiment profonds à la surface pour que tu puisses commencer à les dénouer, même si tu n'en as pas vraiment envie. Et parfois, tu es terrifié aussi. C'est comme l'un des vieux dictons, comme la chose la plus terrifiante qu'un homme puisse faire est de se regarder dans le miroir. Parce que c'est toi. Et j'ai déjà eu cette nuit noire de l'âme. J'ai déjà, en quelque sorte, fait ça. Je me sens très à l'aise de le faire. Mais, mec, c'était terrifiant au début. C'est terrifiant. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Si tu te regardes dans le miroir une fois par an, tu verras une personne différente chaque année. Ça ne s'arrête jamais. C'est drôle, dans la culture, il y a certains mots, n'est-ce pas? Surtout dans la culture spirituelle. Il y a l'illumination, il y a la nuit noire, il y a le mi. Tu peux probablement nommer 5, 6, 7 termes qui reviennent souvent. Mais ensuite, que se passe-t-il quand tout ça est un peu terminé? Tu n'es pas terminé. Vous êtes juste à un endroit où on n'a pas vraiment les mots, où on n'en parle pas vraiment. Mais si vous regardez dans le miroir, c'est toujours quelque chose de nouveau et différent. Et 5 ans plus tard, c'est toujours quelque chose de nouveau et différent. Et vous arrivez à un point où l'anglais ne suffit plus. Il n'y a pas de vrais mots pour capturer certaines de ces choses. Donc, je suis d'accord avec vous. Regarder dans le miroir, c'est comme regarder dans les profondeurs de la galaxie et du cosmos, où il y a des supernovas et des pulsars, et vous ne savez pas ce qui va apparaître. Et quand vous croyez que vous n'êtes que ce corps, avoir un aperçu de cela est terrifiant. Ça peut l'être. Mais si vous prenez conscience que vous êtes Dieu, l'énergie source, le cosmos, est-ce que cela ne vous apparaît pas tout aussi intimidant? Oui, en fait, ça semble juste. Comme ça ressemble à la maison. Ça semble naturel, ça semble un état de facilité et de fluidité. Et comme nous l'avons dit auparavant, si une personne se considère principalement comme un corps, il y a une raison à cela. Cela vient généralement des adultes dans leur vie quand ils étaient enfants. Et il y a souvent beaucoup de peur autour de cela, sur ce qui se passerait si vous croyiez différemment. Il y a souvent beaucoup de confusion à ce sujet, comme une confusion intellectuelle, sans tenir compte de. Vous devez rejeter la science et rejeter la raison, et vous devez juste croire cela, ne pas le remettre en question. Il y a tellement de choses contre lesquelles il faut se battre et résoudre pour simplement se laisser aller et en profiter. Comment équilibrez-vous? Dans votre vie de médecin urgentiste, comment parvenez-vous à concilier le monde matériel et le monde spirituel? Lorsque vous intervenez sur une blessure par balle, vous agissez concrètement pour stopper le saignement, sans prendre le temps de méditer. Les approches des soins médicaux à long terme peuvent varier entre l'Ouest et l'Est, mais en situation d'urgence, l'action physique est primordiale. Pour toi, je prendrai une feuille, Alex. Je ne frotte pas immédiatement une feuille dessus. Non, non, s'il te plaît. Donne-moi les antidouleurs. Fais ce que tu dois faire pour me remettre sur pied. L'équilibre des deux est un équilibre si intéressant que tu fais. Comment fais-tu? Je ne le vois pas comme eux. Pour moi, c'est un monde homogène, quel que soit le nom qu'on lui donne. Même la science nous dit que quand on va au-delà des plus petites choses, n'est-ce pas? Donc, vous avez la main, puis quoi? Molécules, atomes, protons, neutrons, et ensuite on arrive aux particules élémentaires. Et puis, quelles sont ces toutes petites particules élémentaires, comme un électron?
De quoi sont-elles faites? Oh, ce sont en fait des vibrations et des champs d'énergie infinis. Quoi? Avec beaucoup d'espace. Des choses. Oui, avec beaucoup des plus petites choses, sont faites de champs infinis. Exactement. Ça va à l'encontre. C'est de ça que je parlais. La confusion intellectuelle avec laquelle nous naissons. Nous pensons que les choses sont faites de plus petites choses, et c'est vrai. Mais une fois que vous atteignez un certain niveau, ils disent, eh bien, pas vraiment. Elles sont faites des plus grandes choses. N'est-ce pas? Donc, une fois que vous atteignez ce niveau, toute l'idée de matérialité disparaît. Ce que nous appelons la matérialité, c'est la sensation. N'est-ce pas? Mais si vous êtes dans un rêve, est-ce que cela ne semble pas tout aussi physique? Et quand vous vous réveillez de ce rêve, quelle est la différence entre le monde physique et le monde mental? C'est simplement un changement de conscience de ce que nous appelons l'état de rêve à l'état de veille. Et c'est exactement la même chose ici. Je ne sais pas pour vous, mais je me suis réveillé le matin et ma femme me frappait. Je me dis quoi? Elle me dit, tu me trompais dans mon rêve. Je lui dis, tu es folle. Elle répond, mais c'était tellement réel. Je lui dis, je ne fais rien. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Donc oui, pour prouver votre point, monsieur, absolument. Ou quelque chose se passe avec quelqu'un que vous voulez et vous vous réveillez. Comme je ne peux pas croire que cette personne ait fait ça, mais ce n'était qu'un rêve. Mais vous l'avez ressenti profondément. Oui, exactement. Et donc, ces choses se produisent toutes à un certain niveau, différentes densités. C'est pourquoi, même les hallucinations, je ne me sens pas autorisé à dire à quelqu'un « Hé, ce que tu perçois n'est pas réel. » Je ne sais pas. Je ne suis pas l'expert en réalité pour dire que ce que tu vis n'est pas réel. Ce que je peux dire, c'est que je ne vis pas ce que vous vivez. Maintenant, parlons de la signification de ce que vous vivez, car nous en sommes déjà au point où les neurosciences nous disent que c'est un collectif. Je veux dire, à un moment donné, je pense que c'est juste une question d'honnêteté. Soyons honnêtes. Eh bien, laissez-moi vous demander ceci, parce que vous et moi sommes tous deux fans de Yogananda, Paramahansa Yogananda. Et dans ce livre, Autobiographie d'un yogi, il y a du savon. Ce livre va épater la plupart des gens s'ils sont prêts pour ça. Mais cette idée du yogi, cette idée des maîtres spirituels de l'Orient, et ce n'est pas seulement l'Inde, mais dans beaucoup d'autres pays aussi. Mais nous utiliserons l'Inde comme exemple. Il y a beaucoup de confusion sur ce qu'est un yogi ou ce qu'ils ont accompli d'après vos expériences, à la fois avant et après votre expérience de mort imminente. Que deviennent ces maîtres ascensionnés une fois qu'ils quittent cette planète, deviennent des maîtres ascensionnés. Mais ces maîtres marchands à l'époque, il y a actuellement des maîtres marchands sur la planète. Que font-ils à un autre niveau spirituel cosmique? Pouvez-vous expliquer cela d'après votre expérience? Bien sûr. Donc, un principe simple. Dans cet univers est que tout affecte tout, et qu'à un niveau fondamental, il n'y a pas de frontières imperméables, n'est-ce pas? Elles peuvent sembler l'être. Bien sûr, il y a une frontière entre, disons, mon corps et le tien. Frontière entre ce doigt et ma main. Il y a celle-ci. Mais une fois que vous commencez à zoomer et à vraiment regarder, toutes les frontières deviennent vraiment perméables et finissent par disparaître. Donc, ce que nous appelons des frontières sont, disons, des façons de percevoir, d'accord? Ou des notions partagées. Donc, tout affecte tout. Donc, si vous mélangez de l'eau chaude et de l'eau froide, qu'obtenez-vous? Vous obtenez de l'eau tiède, parce que les deux types d'eau s'influencent mutuellement, n'est-ce pas? Si vous réunissez deux personnes, l'une très anxieuse, l'autre très calme, vous pourriez obtenir quelque chose entre les deux, n'est-ce pas? Donc, un yogi n'est pas différent de n'importe qui d'autre dans ce sens, n'est-ce pas? Ils influencent les choses autour d'eux comme nous tous, comme tout le reste. Vous allumez une lumière, la pièce s'illumine, la lumière affecte la pièce. La différence avec le yogi, c'est qu'il est conscient que ses limites sont toutes perméables et qu'il peut fonctionner au-delà des limites d'une personne qui ne l'a pas réalisé, n'est-ce pas? Donc, leur activation, leur capacité à influencer va bien au-delà de celle d'une autre personne qui n'a pas encore franchi ses limites. Et c'est simplement la différence. Et donc, ce qui semble être une grande distance pour une personne n'est rien pour un certain type de yogi, parce qu'ils ont réalisé la nature, la réalité de la conscience, et comment l'espace et le temps sont structurés dans la conscience. Et donc, c'est simplement une question de changer d'attention. 1000 miles, c'est une question de changer d'attention plutôt que de prendre un avion et de parcourir 1000 miles, c'est ça. J'ai entendu tellement de choses sur les expériences de mort imminente. Les gens de l'autre côté, ils pensent à un endroit et ils y sont instantanément, n'est-ce pas? Mais ici, dans la densité de la matière, du monde matériel, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus lourd, et ça dépend. De combien vous voulez emporter avec vous?
Voulez-vous enregistrer ces 2 sacs ou pouvez-vous voyager léger? N'est-ce pas? Donc, ce que vous dites explique aussi beaucoup des pouvoirs mystiques des yogis ou des pouvoirs yogiques de lévitation, de bilocation, de cendres sortant des mains et toutes ces choses dont on parle, ou de ne pas manger pendant très peu, ou de ne pas dormir pendant 5 jours et méditer, toutes ces sortes de choses. Ils sont devenus maîtres de la forme physique et ont maintenant été capables de transcender la forme physique tout en maintenant la forme physique. Il y a des histoires de Yogananda quand il allait méditer. Il disait « Je vais être absent pendant un moment. Si vous avez besoin de moi, murmurez doucement à mon oreille et je reviendrai. » Mais il serait absent pendant 2, 3 jours. Il serait simplement dans le cosmos, à traîner, à faire son truc. C'est ce que font les maîtres spirituels. Je n'ai pas encore participé. Ils ne m'ont pas encore invité. Cependant, ce type d'idée est fascinant, et elles ont une longue histoire. Ce n'est en aucun cas du New Age. C'est du déjà vu. Et vous l'entendrez encore et encore dans chaque culture. En gros, non? Des versions de cela, des versions de cela. Je veux dire, vous pouvez remonter à l'époque où Jésus a commencé à faire des miracles. Ça sonne très yogique. Beaucoup de choses qu'il a faites. C'est du yoga. Je veux dire, c'est du yoga à 100%. Vous travaillez avec le corps énergétique. Et comme on parle de limites, n'est-ce pas? Les limites habituelles ne sont pas là, donc les influences peuvent être présentes. Et d'ailleurs, cela peut aller dans les 2 sens. Donc, quelqu'un qui expérimente à certains stades peut aussi être affecté négativement parce qu'il y a une certaine compétence qui est également impliquée. Sinon, si vous ouvrez simplement toutes. Nous avons des limites pour une raison. Disons-le ainsi. Si vous ouvrez simplement toutes vos limites, vous pouvez aussi être influencé et prendre des choses dont vous ne savez pas que vous les prenez. Donc, ça marche dans les 2 sens. Avez-vous déjà pu diagnostiquer quelque chose avec une interprétation plus énergétique ou est-ce toujours physique? Parce qu'il y a des médecins à qui j'ai parlé qui ont eu des expériences de mort imminente, qui sont ensuite revenus et disent « Oh, quelqu'un me dit ceci ou j'ai ressenti cela » et les diagnostics étaient presque toujours corrects. Pas aux urgences, dans le sens où j'aime parler de la différence entre un patient et une personne ou un médecin et une personne, n'est-ce pas? Donc, tout le monde est un être humain à un certain niveau et ensuite, par-dessus, nous endossons certains rôles. Ainsi, une personne peut être dans le rôle d'un patient, une autre personne peut être dans le rôle d'un médecin, n'est-ce pas? Donc, dans ce rôle précis, j'ai une certaine formation, n'est-ce pas? Donc, je suis formé en sciences biomédicales et tout ce processus de prise d'antécédents et d'examen physique et tout ça, ça n'a pas vraiment besoin de changer. Quand je vois une personne, n'est-ce pas? Mais ce que je peux apporter, c'est mon intuition, ma conscience, mes connaissances. Ces éléments peuvent être présents en arrière-plan. Mais, aux urgences, cela n'entre généralement pas en jeu pour établir un diagnostic, car les diagnostics que nous posons aux urgences sont des diagnostics physiques concrets. C'est comme s'il y avait une obstruction dans le vaisseau de votre cœur. Je peux faire un ECG et le voir tout de suite. Ou il y a une infection dans cette zone. Je peux faire un test et le voir immédiatement. Mais là où cela aide, c'est de se demander comment en est-on arrivé là? Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne qui se manifeste physiquement de cette manière? D'accord. Donc, s'il y a un blocage dans ce cœur ici, quel est le blocage qui se manifeste physiquement de cette manière? D'accord. Donc, j'ai ces conversations, ce qui est très significatif avec les gens. Seriez-vous d'accord pour dire que le corps est une représentation de quoi? Des nœuds que vous gérez dans la vie, des bagages que vous apportez, des personnes qui se font diagnostiquer une certaine maladie, ou une partie pourrait évidemment être du karma, mais je viens de découvrir que je parlais à quelqu'un qui avait régression de vie antérieure, problème récurrent à l'épaule. Aucune explication. Dysfonctionnement persistant, toujours décalé, en consultation chez un psychiatre, régression de vie antérieure, sur un champ de bataille, une femme géante. C'était une scène impressionnante. Écossais, un type genre viking, a pris une hache dans l'épaule, ramené d'une autre vie. C'est un exemple. D'autres sont, comme grain de beauté ou déformation du corps, un trou de balle, une blessure par arme blanche. Pourquoi cette cicatrice est là? Sans raison? Je suis né avec ça. Seriez-vous d'accord pour dire que c'est une représentation des vies passées, de la vie actuelle et de ce qui se passe réellement dans votre vie?
Si vous gardez beaucoup de colère envers vos parents ou des traumatismes, cela peut se manifester en cancer ou quelque chose de ce genre. 100%. Et ce n'est pas seulement le corps, c'est tout ce qui est physique. Tout ce que nous appelons le monde physique, c'est une sorte d'énergie. C'est une sorte de quelque chose qui s'est produit, quelque chose que nous croyons se représenter de cette manière. Regardez quelque chose de simple, même comme le savon. Vous avez du savon dans votre douche. Cela signifie simplement que nous croyons en la propreté. Nous croyons que certaines choses sont sales, d'autres sont propres, et nous avons créé cet outil pour nous rendre ainsi. Donc, tout a un sens. C'est la différence entre quelque chose comme l'allopathie, que je pratique, et certaines autres traditions, comme l'Ayurveda ou le yoga. Elles considèrent la signification, elles considèrent l'esprit, elles considèrent l'énergie et comment cela constitue ensuite la structure physique. Je pense que c'était Wittgenstein qui a dit « Le corps est la meilleure image de l'âme ». Et je suis d'accord avec ça. À 100%. Quelle est votre plus grande leçon tirée de cela? Votre expérience de mort imminente, comme une expérience de mort imminente, comme une expérience. La conscience est fondamentale. La conscience est fondamentale. Le cerveau ne crée pas la conscience. Le cerveau n'est pas à côté de la conscience. Non, le cerveau lui-même est une image. Dans la conscience, ce que nous appelons le cerveau est une représentation partielle de l'esprit. Et c'est pourquoi le cerveau s'illumine quand l'esprit pense. Ce n'est pas que le cerveau cause l'esprit, car quand le cerveau disparaît et s'arrête, devinez quoi? Cet esprit continue. Cet esprit n'est pas dépendant du cerveau. Il dépend du cerveau pour s'exprimer d'une certaine manière, et c'est ainsi qu'il se manifeste à travers ce cerveau, à travers ce corps. Mais la conscience est fondamentale. Le monde physique entier est une vibration et structuré, dans ce champ infini de conscience. Et donc, chacun de nous est sans limite. Chacun de nous est infini. Dans notre nature la plus profonde, nous sommes infinis. Et nous pouvons avoir cette expérience formidable d'expérimenter des limites et de nous relier les uns aux autres dans ce monde. Je vais vous poser quelques questions. Je les pose à tous mes invités. Quelle est votre définition d'une vie épanouie? Être moi-même. Si tu avais la chance de remonter le temps et de parler au petit Anouk, quel Continue conseil simplement ce que lui tu fais. donnerais-tu? Comment définis-tu Dieu ou la source? Juste ça. Et quel est donc le but ultime de la vie? Être soi-même. Où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail incroyable? J'espère qu'ils n'auront pas besoin d'une urgence, sauf en cas d'urgence. Je ne veux pas vous voir aux urgences, car c'est un problème en dehors de votre travail là-bas. Monsieur, laissez-moi clarifier. Alors, un ami et moi, nous avons cofondé une entreprise appelée Health Revolution. Et cela est venu du fait que je parlais beaucoup de conscience et du cadre des 3 esprits. Et, en fin de compte, j'avais l'impression de laisser mes patients de côté, parce que beaucoup d'entre eux n'avaient pas le temps pour cela ou avaient des problèmes plus urgents, pour ainsi dire. Alors je me suis dit, je dois ramener cela sur Terre en termes de santé. Et c'était l'impulsion derrière Health Revolution. Donc, healthrevolution.org est notre site. Nous avons des webinaires bimensuels qui parlent de la santé de tant de façons, parlent de la conscience de tant de façons. Et nous avons un programme de démarrage de 28 jours que j'aime tellement, car c'est un moyen pour une personne qui veut vraiment savoir ce qu'est la santé, n'est-ce pas? Pas seulement la tension artérielle, pas seulement, mais la santé dans tous les sens, à tous les niveaux de l'être. C'est un programme de 4 semaines, 28 jours, pour aider une personne à comprendre et à expérimenter ce qu'est réellement la santé. C'est tout sur healthrevolution.org. Et avez-vous des questions? Des messages de départ pour le public? Je vous aime. Merci d'avoir été là avec moi dans ce voyage. J'espère vous rencontrer bientôt, mon ami. Je te remercie pour ce que tu fais pour le monde, mon ami. Merci encore d'être venu à l'émission et de partager ton incroyable expérience et tes connaissances avec nous tous. Je l'apprécie. Merci, Alex. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.